Bonsoir à tous, il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, une pochette ordinaire devient objet de suspicion dans la métropole économique. Entre croyance et inquiétude, un présumé envoûtement d'élèves par son enseignant jette une ombre mystique sur l'année scolaire. Les eaux de la rivière Pallard à l'extrême nord ont encore frappé. Dans la nuit d'hier, un habitant a perdu la vie après que son pick-up a été happé par les flots en crue. Entre factures fantômes et vignettes douteuses, les bouteilles coulent mais la transparence se noie. Dans les bars et caves, l'approvisionnement relève plus de la débrouille que d'un circuit agréé, laissant planer l'ombre d'un toast empoisonné. Voilà pour les titres. Allons à Pallard, dans l'extrême nord, la rivière s'est muée en piège mortel. Dans la nuit de mardi, les eaux en furie ont englouti un pick-up et son conducteur, emportant la vie d'un habitant sous le regard impuissant des siens. Le récit dramatique signé Haroun Azira sur les images de notre correspondant Aminou Alioum. Sur les rochers de la rivière de Pallard, dans l'extrême nord, se trouve un pick-up. Emporté par les eaux, le corps de son conducteur est introuvable depuis hier. Le pont qui sert de trait d'union entre deux quartiers a été inondé lors de la forte pluie qui s'est abattue dans la ville. Le pont radié, ça ne donnait pas. L'eau là est vraiment... On lui dit que non, ça ne passait pas. On fait demi-tour. Il est en train de passer seulement. Il est en train de forcer. Mais il n'a pas quand même tellement forcé. C'est l'eau là qui l'a fait forcer. C'est depuis 19h, la nuit, suite à ces fortes pluies qu'on nous a allaité, qui vient d'être emporté. Évidemment, les premières informations font état de ce que c'est lui-même qui a allaité les services d'intervention avant qu'on se déploie toute la nuit. Mais le courant d'eau était très fort. Même les spécialistes des sapeurs-pompiers ne pouvaient pas s'aventurer de fouiller à l'intérieur. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incidents se produisent. La traversée de ce pont n'est pas un exercice facile. Chaque nuage gris est synonyme de malheur. Presque 5 ans, on est toujours dans la même souffrance. Ça ne fait que prendre nos frères, nos soeurs, nos enfants, tout le temps. Les motomanes ici, là, on ne peut pas compter. Cette année, plus de 10. Cette année-là, c'est plus de 10 personnes que le Maïs a remporté. En attendant que les pouvoirs publics se penchent sur la sécurisation du pont de la rivière de Pallard, les populations continuent d'être des victimes emportées par les eaux lors des fortes précipitations. En ce début d'année scolaire, la rumeur d'un élève envoûté par son enseignant alimente les conversations dans les cours de récréation comme dans les foyers. Entre croyances mystiques et faits troublants, difficile de distinguer la part du vrai et du fantasme. Dans notre enquête de ce soir, nous remontons le fil de ce scandale qui secoue le milieu scolaire avec Freddy Ngwana et Thierry Nana. La vidéo fait la une des réseaux sociaux. Une altercation entre des parents d'élèves et un enseignant au sein d'une école. Pour faire la lumière sur l'affaire, nous nous rendons ici, au collège La Bergère, situé au quartier Espoir, dans l'arrondissement de Douala 3e. La raison qui justifie la distribution des documents, c'était pour faciliter ou alors accompagner les enseignements. Ça, ce sont les élèves qui nous l'ont fait entendre. Ils ne se reconnaissent pas dans l'histoire de la pochette. Au commissariat de sécurité publique du 11e arrondissement de Douala, les informations révèlent que la victime obtient le document 2 jours après la distribution. Il a remis à l'enseignant la somme de 100 francs CFA sur les 200 francs exigés. Ivan Nyabila Kamse, âgé de 15 ans, est élève en classe de 4e 2 dans ce collège. Ses camarades affirment que son comportement étrange est ancien. Nos camarades avaient ce livre depuis. Comme il commençait déjà à parler seul, il parlait, nous expliquait comment on leur offert ça. Que la nuit, il ne dormait pas. Il prenait le téléphone de sa mère, il manipulait. Il causait avec les gens sur Internet. On lui pose une question, il répond à une autre en disant je me nomme Nyabila.com, le site ministère, je vais être président de la République.
Après la découverte de la brochure, il déclare à ses parents que la pochette lui a été remise par son professeur avec interdiction formelle de leur en parler. Il décide alors d'assiéger l'établissement pour en découdre avec l'enseignant d'anglais. Georges Thébault est ancien dans ce collège et n'y a pas d'antécédent. C'est la première fois que nous écoutons ce genre de choses à son sujet. À défaut de conduire l'enfant vers un hôpital comme demandé au commissariat, les parents ont préféré s'en remettre à leur pasteur qui a brûlé la pochette, preuve à conviction. Le père de l'enfant, Cyril Ngachou, contacté, n'a pas souhaité s'exprimer. Allô? 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 L'enseignant cependant clame son innocence. Mais en attendant, il a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala-Ndokochi. Et le chemin de l'école se dessine entre taxis bondés, motos vrombissantes et bus scolaires flambant neufs. Ces derniers, mis en service par certains chefs d'établissement, apparaissent comme une alternative sécurisée et organisée pour les élèves. Derrière ces cars aux allures de salles de classe roulantes se cachent des choix stratégiques. Reportage Cyril Kwakam et Thierry Nana. Emprunter une moto, un taxi ou un car pour se rendre à l'école, le choix varie d'un parent à un autre. L'attrait des uns pour des bus scolaires est motivé par plusieurs facteurs. L'école avec le transport des enfants, c'est d'abord premièrement très moins cher. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus sécurisant parce que les bus, ils prennent les enfants à domicile. À domicile, ça me fait un peu moins d'effort. Dans le bus, c'est un moment de partage avec les enfants. Quand ils sont dans le bus, c'est un moment d'échange avec les autres, les pères. Ils peuvent se dire des choses. Au sein de cet établissement, le cas de transport pour élèves est un service payant mais pas obligatoire. Lorsqu'un parent souscrit, on lui adjoint un chauffeur qui va rencontrer le parent et voir l'avenir du parent. Et à partir de ce moment, le parent qui paye le service de transport, on commence à transporter son enfant. Au-delà de l'offre parfois à moindre coût et du cadre sécurisant selon certains, le seul petit caillou dans la chaussure chez d'autres est la durée du trajet parfois interminable. Les enfants qui sortent à 5 heures, qui se retrouvent à l'établissement à 8 heures. Les enfants qui sortent de l'école à 14 heures, qui se retrouvent à la maison à 18 heures. Parce qu'il faut faire le tour des villes. Et l'enfant, par la fois, arrive à la maison étant déjà fatigué. Pour contourner la difficulté, les uns se dirigent vers des particuliers offrant le même service. Les parents adorent ce système parce qu'elle est un peu plus rapide par rapport à l'école. Et on prend moins et on est sur le temps. En moto ou en voiture, sur la route, le calvaire est presque identique. Les difficultés qu'on rencontre sur le terrain, il y a l'accessibilité parfois des maisons, ça veut dire les problèmes de route. Parfois, les parents sont un peu très loin. On veut bien arriver au domicile, mais on se retrouve dans les bourbiers. Peu importe l'obstacle, le plus important chez 3 parents sur 5 est de garder un œil vigilant sur les enfants à l'aller comme au retour de l'école. Et entre murs fissurés et salles vétustes, le quotidien des écoliers de Baganté ressemble à un parcours à risque. Fondée en 1966, l'école a perdu de sa superbe, laissant les élèves affronter la précarité. Le récit de Michel Solution-Fauquois sur les images d'Abraham Sarr. Située à proximité de l'axe lourd Bangonté-Fumbot, l'école maternelle et primaire publique de Banunga sécurise ses élèves par une barrière qui permet de les contenir au sein de l'établissement. Un dispositif de sécurité qui n'est que l'arbre qui cache la forêt. Ici, élèves et enseignants côtoient un danger au quotidien. Tout est à refaire. Murs et tableaux fissurés et dégradés, portes et fenêtres coupées sur le poids de l'âge du bâtiment, l'état piteux de cette école laisse les parents dans l'inquiétude. Barrière c'est aussi bien, mais à l'intérieur les gâtés c'est pourri, donc ce n'est pas beau à voir. J'ai trop peur. Mon cœur palpite quand un petit coup de vent passe. J'ai peur. Bon, si peut-être on ne peut pas nous aider, l'année prochaine, on doit esquiver le danger sur les enfants pour les envoyer ailleurs. Créée en 1966,
Cette école qui a formé jadis plusieurs élites n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Le manque criard d'eau et les frais de scolarité heurtent la sensibilité des parents d'élèves. Chaque année, là, peut commenter, on ne sait pas trop. On dit aujourd'hui, on ne peut pas payer 25 000, 17 000, donc on ne sait pas 15 000. Donc tout ça, on ne connaît pas, on dit qu'on va arranger l'école. Chaque année, on n'arrange pas l'école. L'école reste toujours gâtée. Bon, on ne sait pas ce qu'on fait là. Ce n'est pas que le vendredi, les enfants sortent, les tout petits là sortent pour aller puiser l'eau pour ne serait-ce que nettoyer la salle de classe. Les balais. Même hier, la fille de la CIL venait de me dire qu'on les réclamait, demandait le balai à l'école. Un élève de la CIL. Pourtant, ce n'est pas normal. Rendu sur les lieux ce matin, les responsables n'ont pas souhaité se prononcer sur le sujet. Les parents lancent un cri d'alerte au pouvoir public afin que le pire ne soit évité, surtout à la grande élite du département d'Yaoundé. Et derrière les soirées animées, un circuit fragile, l'approvisionnement des liqueurs repose sur des factures douteuses, des vignettes venues du marché noir et des boissons de qualité incertaine, une situation qui traduit la difficulté pour les bars et snacks de s'approvisionner auprès des points de vente agréés. Les explications avec Lesline Poumetia et Henri Tina. Eric est un consommateur de whisky. Les boissons impropres à la consommation, il en a déjà croisé dans ses multiples déplacements dans la ville de Douala. La dernière fois où j'ai bu un faux whisky, c'était dans un snack. On a servi. Dès qu'on a mis dans la bouche, on s'est rendu compte que ce n'était pas bon. Et la tenancière a changé immédiatement. Elle n'a même pas voulu que le patron sache que c'était du faux. Bar, cave et snack bar. Le constat s'avère identique. Mais comment ces liqueurs arrivent dans les espaces de consommation? Au départ, quand on se lance dans la vente du whisky, nous tous on se rend au marché Mopi pour faire les achats. Bien que ce soit un marché qui soit un peu complexe avec des mélanges de bons et de faux. Chacun son astuce pour ne pas tomber dans le piège de la contrefaçon. L'aspect physique semble le premier déterminant. La première chose à regarder sur un whisky, c'est la façon dont les scellés sont posés. Cependant, l'approvisionnement et la fabrication font problème. Il revient au ministère du Commerce vraiment et à la brigade de répression de fraude de regarder, de veiller à ça. Au niveau du syndicat, ce que nous faisons, nous sensibilisons les barman pour leur dire qu'en vendant du whisky frelaté à un consommateur, c'est un consommateur de perdu qu'on aura et ça peut être notre frère, notre cousin, notre beau-frère. Si la distribution emploie des canaux douteux, l'appât du gain alimente très souvent l'activité. Il est question ici pour que le gouvernement en place puisse réprimer jusqu'à la dernière énergie tous ces commerçants véreux qui prennent une substance interdite par l'Organisation mondiale de la santé, le méthanol, et partent augmenter le taux d'alcool, rachètent les bouteilles, les recyclent et les recèlent, revendent aux consommateurs dans les boîtes de nuit, en complicité souvent avec certains tenanciers. Selon l'Institut Pasteur, au Cameroun, plus de 32% des vins et spiritueux testés entre 2018 et 2023 dépassent le seuil tolérable de méthanol. Un danger pour la santé des usagers. Femmes et jeunes ont défilé ce jour dans les rues de Yaoundé pour implorer la paix avant la présidentielle du 12 octobre. Entre prières, arrêts symboliques et appel au vivre ensemble, la marche a aussi vu la présence du ministre d'État Jacques Famdongo. Un reportage de Karel Mezatiachouya et Justin Yanke. Ils sont sortis par centaines pour faire barrage au discours de haine à l'approche de la présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. Femmes et jeunes unissent leurs voix pour plaider en faveur d'un scrutin paisible, tant pendant qu'après le vote. Une intervention divine est invoquée en renfort. La marche s'accompagne de prières tout au long du parcours, à travers les artères de la ville de Yaoundé. Plusieurs arrêts sont marqués sur des sites symboliques, comme le monument de la réunification, le boulevard du 20 mai et le stade militaire, pour appeler à la paix, à l'unité et au vivre ensemble. Après les élections, Seigneur, nous prions pour la paix dans cette nation au nom de Jésus. Action menée en chœur
guidés par la non-violence et l'espérance d'un avenir apaisé. Voilà pourquoi nous marchons pour la paix, dans l'espoir que nous allons toucher les cœurs à partir de cette marche et aussi à partir de nos discours. Nous demandons à tous les citoyens camerounais, à tous les hommes politiques du Cameroun, à toute la jeunesse camerounaise, d'être une jeunesse camerounaise patriotique, des citoyens patriotiques et des femmes camerounaises patriotes et ambassadrices de la paix. La présence des autorités au rang desquelles le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo, illustre l'importance accordée à cette initiative citoyenne. Tous ont réaffirmé leur attachement à la paix, au dialogue et au respect des valeurs républicaines pour un climat électoral serein et responsable. Dans l'actualité également, sous les lustres de l'ambassade de l'Arabie Saoudite a célébré ses 95 ans en terre camerounaise. Entre discours solennels et partage du gâteau, diplomates, officiels et invités ont réaffirmé les liens d'amitié entre Riyad et Yaoundé. Delphine Foncoutene et Serge Alazebou. Sous les lumières feutrées de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Yaoundé, le vert et le blanc dictent l'ambiance le 23 septembre. La monarchie du Golfe célèbre sa 95e fête nationale, une commémoration chargée de symboles. Autour de l'ambassadeur et de ses collaborateurs se pressent membres du gouvernement, parlementaires, diplomates, acteurs du monde économique, religieux et la société civile. Tous venus lever leur verre en l'honneur du royaume, mais aussi témoigner de la solidité d'une coopération vieille de plusieurs décennies avec le Cameroun. Dans le cadre de notre coopération avec la République du Cameroun, nous sommes fiers des contributions et des projets réalisés par le Royaume pour soutenir les efforts de développement de ce pays ami. Discours officiel, hymne national. Projection d'une vidéo retraçant la richesse culturelle saoudienne. Les instants protocolaires laissent ensuite place au moment de convivialité. Entre accolades, échanges de sourires et repas partagés autour de la piscine, l'air de Yaoundé résonne d'un parfum d'amitié et de diplomatie. Le slogan de cette année est « Notre fierté et notre nature » reflète fidèlement 95 ans de fierté et d'honneur. Il véhicule un message qui reflète les qualités du peuple saoudien, notamment la générosité, la compassion. Cette célébration de la 95e fête nationale de l'Arabie Saoudite vient rappeler que, bien au-delà des distances et des cultures, les ponts tissés entre Riyad et Yaoundé demeurent solides, porteurs d'avenir et de nouvelles perspectives. Et le rail camerounais se prépare à changer de vitesse avec les projets PCDN et PRBN. Le gouvernement et ses partenaires misent 500 millions d'euros pour moderniser plusieurs lignes de chemin de fer. Les précisions avec Freddy Guana et Henri Tina. Le chemin de fer camerounais entre dans une phase décisive de modernisation. Deux projets structurants, le PCDN, projet régional pour l'amélioration du corridor Douala-N'Djamena, et le PRBN, projet de renouvellement de la ligne Belabo-Gaoundéré, marquent un tournant historique pour ce secteur longtemps fragilisé. Le premier, le PCDN, financé à hauteur de 152 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, prévoit le renouvellement de 238 km de voies entre Douala et Yaoundé. Objectif, fluidifier les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Tchad, partenaire stratégique de la CEMAC. Les innovations concernent le remplacement de la voie qui est là actuellement, notamment les rails, les traverses et le ballast. Il y a également la modernisation du système de signalisation. La Banque mondiale avait été sollicitée, il y a quelques années par le gouvernement camerounais pour un appui, à la mise en œuvre de la vision du chemin de fer camerounais. Le second, le PRBN, doté de 167 milliards de francs CFA, avec l'appui de la BEI, de l'UE et de l'AFD, cible 330 km de voies. Il renforcera la capacité de transport ferroviaire et facilitera l'acheminement de la bauxite de Mini-Martap vers le port de Douala. Avec en prime plus de ponts à réhabiliter, la longueur de la ligne de ce côté-là qui est plus importante et
une nouvelle gare à construire dans la localité de Tête d'éléphant. Au-delà des rails, ces projets intègrent des retombées sociales, notamment dans les domaines de la santé, de l'approvisionnement en eau potable et de la fourniture de l'énergie électrique. À Yaoundé, experts et marins ont dressé le bilan des précédentes éditions de l'exercice interrégional Grand Africa Nemo, une rencontre pour affûter cette grande manœuvre qui unit chaque année marines africaines et françaises contre les menaces du golfe de Guinée. Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Zébou. C'est un rendez-vous inédit dans le cycle de préparation de l'exercice Grand Africa Nemo. Pour la première fois, une réunion de retour d'expérience a permis de revisiter les acquis et faiblesses des éditions passées de cette vaste manœuvre maritime, organisée depuis 2018 avec l'appui de la marine française. Le retour d'expérience est une nouveauté dans le cycle de préparation de l'exercice GANO. L'année dernière, il avait été institué les conférences zonales, parce que dans le contexte actuel, on organise 3 conférences de planification qui réunissent tous les acteurs. Au programme, des échanges autour des difficultés rencontrées, des recommandations formulées et des solutions proposées pour renforcer l'implication de tous les acteurs. Une démarche saluée par les participants qui espèrent voir ces améliorations intégrées dès la prochaine édition. Nous avons ressorti les points saillants à améliorer sur lesquels nous devons réfléchir avec nos partenaires de la marine française. Comment améliorer au niveau des centres, surtout la prise en compte de ce que nous avons observé comme point faible. Pour rappel, l'exercice Grand Africa Nemo réunit chaque année une trentaine de marines africaines aux côtés de la France pour renforcer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. L'édition 2025 va connaître sa phase finale de planification à Accra en octobre prochain, avant le déploiement en mer prévu du 17 au 27 novembre des côtes de l'Angola jusqu'au Sénégal. Et dans notre page live, vivre ensemble n'est pas toujours chose facile, tant nos différences peuvent parfois dresser des murs invisibles. Mais derrière ces cloisons se cachent souvent des trésors insoupçonnés, des gestes, des rencontres, des histoires qui rapprochent. Et le 19h50 s'attarde sur ces instants de fraternité où l'autre devient richesse à travers récits et témoignages. Voici le reportage de Janice Wanchuan, Patrick John et Samuel Ebakissé. Et si l'on feuilletait les belles pages du carnet du vivre ensemble au Cameroun? Il suffit d'un tour dans les rues de Yaoundé pour que chacun, sourire aux lèvres, dégaine sa petite histoire, décalée ou pas. Moi, par exemple, mon père est mort quand j'étais petit, mais j'ai eu des gens qui ont payé mon école sans être de mon ennemi. Ce que j'aime beaucoup chez mes voisins Bamileke, c'est que à chaque fois qu'on accouche chez nous, ils nous gardent toujours de bons cuits avec le couscous bien chaud. Si je trouve quelqu'un qui me veut, s'il te plaît, j'ai tout aidé. Comme si on prend la voiture. S'il te plaît, je vais rentrer, j'ai pas de salaire en transport, j'enlève, je donne. Sans savoir qu'il est Bamileke ou Bassa ou Douala, c'est pas mon problème. Si l'autre, de sa différence ou de son originalité, ajoute de la couleur à nos vies, il suffit d'un petit sondage pour faire le constat de ce qu'en réalité, les interactions entre les près de 278 ethnies que compte le pays finissent souvent en happy end ou en success story. Toutes les ethnies se valent aujourd'hui et nous sommes tous heureux de vivre avec nos frères de toutes les autres régions. Nous sommes mariés avec des filles d'autres régions. Dans le vivre ensemble se vit. Je ne suis pas dans les dites que l'autre est de telle ethnie, l'autre est de telle ethnie. Quand je vois derrière la peau noire, je sais que c'est mon frère, même père, même mère. Si l'histoire du vivre ensemble s'écrit en lettres d'or, c'est qu'au-delà de la différence, l'inclusion, la cohabitation pacifique et l'amour constituent des richesses. Et s'il arrive qu'il y ait des étincelles, il suffit parfois d'un mot pour se rabiboucher. C'est souvent parfois les nerfs. Mais après, quand les nerfs là passent, je peux m'approcher du frère, je lui demande des excuses. Selon le panel rencontré ce jour, le plus dur, c'est souvent le premier pas. Une fois les barrières tombées, il n'y a plus de Bamileke, de Betty ou de tout pourri, mais juste un cœur qui bat. Il y a l'humanité, tout simplement.
Et à l'étranger, l'ancien président Peter Mutharika reprend les rênes du Malawi après avoir largement battu le sortant Lazarus Chakwera à l'élection du 16 septembre. Et en France, Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort demain après les accusations liées au financement de Libye. Lille Piediou, Calvin Tekames, Calbande. L'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, signe un retour spectaculaire à la tête de l'État, 5 ans après avoir été évincé du pouvoir. Le président sortant Lazarus Chakwera a reconnu sa défaite à peine une semaine après le scrutin du 16 septembre. Une annonce faite avant même la publication des résultats officiels, alors que les tendances donnaient Mutharika largement en tête avec environ 66% des voix contre 24% pour Chakwera. À 85 ans, Peter Mutharika retrouve un poste qu'il avait occupé entre 2014 et 2020. Son précédent mandat s'était achevé dans la tourmente. Des accusations de fraude avaient entraîné l'annulation des élections de 2019 et la réélection de Chakwera lors d'un scrutin historique en 2020. Le Malawi traverse en effet une grave crise, inflation galopante, pénurie chronique de carburant, dette extérieure et désespoir social alimenté par les effets du changement climatique sur l'agriculture. Ces mots ont affaibli la popularité de Chakwera, autrefois portée par l'espoir d'un renouveau démocratique. Pour Mutharika, cette victoire n'est pas seulement une revanche politique, c'est aussi un pari sur sa capacité à restaurer la stabilité et la confiance dans un contexte où les attentes sont immenses. L'opposition réduite au silence pendant les dernières années espère désormais un climat d'ouverture. L'ancien président français Nicolas Sarkozy connaîtra ce 25 septembre le verdict du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. Ce procès historique par son ampleur fait suite à plus de 14 ans d'enquête et de révélations autour de possibles financiers entre le régime de Mouammar Kadhafi et l'équipe de campagne de Sarkozy. Selon l'accusation, l'ancien président aurait bénéficié de fonds occultes provenant du pouvoir libyen pour un montant estimé à 50 millions d'euros, soit plus du double du plafond légal des dépenses électorales à l'époque. L'argent aurait transité par des intermédiaires en partie sous forme de liquidité et aurait été versé à plusieurs proches de Sarkozy, dont Claude Guéant. Le parquet national financier a requis une peine de 7 ans de prison, dont 1 an ferme à purger sous bracelet électronique, ainsi qu'une inéligibilité contre l'ancien président. De son côté, Nicolas Sarkozy dénonce des accusations absurdes qu'il qualifie de manipulation politique et de calomnie. À Bipindi, le Cameroun creuse une nouvelle page de son histoire minière. Le Premier ministre a inauguré le 22 septembre la mine de fer portée par Geeston Resources SA, un projet aux retombées économiques majeures promis à générer des centaines d'emplois et renforcer la croissance nationale. Coupure du ruban symbolique et dévoilement de la stèle commémorative, ces clichés marquent l'inauguration de la mine de fer de Bipindi Grand Zambie le 22 septembre 2025 par Chief Dr Joseph John Goté, Premier ministre chef du gouvernement, représentant du chef de l'État. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre la parole ce jour au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du projet d'exploitation de la mine de fer d'Akondo Bipindi Grand Zambie, exploitée par la société Geeston Resources. 147 millions de tonnes de minerais de fer sont mises en évidence sur une portion de seulement 3 km du permis d'Acom 2. Après près de 15 ans d'investissement, suivant les règles de l'art, la filiale du groupe Bocom Geeston Resources SA va désormais véritablement se lancer dans l'exploitation du fer tel que prévu par le décret présidentiel numéro 2022/524 du 29 novembre 2022. Par ma modeste voix, Geeston Resources voudrait vous rassurer que toute
les opérations techniques l'ont été faites suivant les normes internationales en la matière, notamment la norme canadienne NI 4301, avec toutes les exigences de contrôle qualité qui nous permettent aujourd'hui de dire avec beaucoup de certitude et beaucoup de confiance que nous avons un minerai qui est exploitable. La première ligne d'exploitation va engager 1 million de tonnes de minerai de fer par an. Le projet est porté avec passion par l'homme d'affaires camerounais, Dr Dieudonné Bougneux, un patriote soucieux de l'avenir des jeunes. Mon ambition, c'est la création d'emplois. Nous espérons d'ici 10 ans faire 25 000 emplois. Parce que nous nous posons toujours la question, ces enfants, comment on va faire pour que les enfants ne meurent plus dans les océans? Comment on va faire pour que ces enfants qui vont à l'école rentrent trouver le travail? Cette cérémonie historique pour le peuple camerounais a connu la présence d'un parterre de membres du gouvernement, des autorités de tous bords venus célébrer l'excellence entrepreneuriale. Ce projet constitue un tournant majeur pour notre territoire. Il symbolise l'ouverture d'une nouvelle ère de développement économique, de création d'emplois et de valorisation de nos ressources naturelles. Long de 47 km, le permis d'ACOM 2 compte environ 1,2 milliard de tonnes de fer disponibles. Les premiers concentrés de fer enrichis à plus de 62% seront exportés dès le mois d'octobre prochain. Et c'est ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.